Bonjour Julien, merci beaucoup d'être avec moi. Julien, on commence à te connaître très récemment. Soudainement, tu as gagné une certaine notoriété dans l'espace Yu-Gi-Oh! À l'international, autant en France qu'à l'étranger. Est-ce que tu voudrais te présenter, dire pourquoi est-ce qu'on te connaît? Oui, bonjour, je m'appelle Julien Quéon et on me connaît, je pense, parce que j'ai gagné le championnat du monde à Paris pour Yu-Gi-Oh! Exact, incroyable. C'est assez incroyable de te parler maintenant, donc en face à face, distanciel. On a quelques heures de décalage. Bon, moi, je suis en France, toi, tu es effectivement en Californie. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de toi, qui tu es, comment tu as découvert Yu-Gi-Oh! Comment est-ce qu'un Français se retrouve du coup sur la côte ouest américaine, par exemple? Oui, donc en fait, déjà, Yu-Gi-Oh! Ça a commencé quand j'étais très jeune. Je jouais dans la cour de récré quand j'avais vraiment 6-7 ans en CP. J'ai découvert ça grâce à mon frère qui a 9 ans plus que moi. Donc une fois que j'ai commencé à jouer, lui il jouait plus du tout, mais il avait toujours toutes ses cartes. Donc j'ai commencé à jouer grâce à lui. Et une fois que j'avais à peu près 11-12 ans, c'est quand j'ai déménagé aux US pour le boulot de mon père, tout simplement. Et en fait, à cet âge-là, je me suis dit, oh non, Yu-Gi-Oh! Je suis trop vieux pour ça, c'est un jeu pour les enfants, donc j'ai arrêté de jouer. Mais quand j'avais à peu près 23 ans, j'ai fini mes études, j'ai déménagé de chez mes parents, et en faisant ça, j'avais tous mes cartons. Et dans mes cartons, j'avais mes cartes Yu-Gi-Oh! Et je me suis dit, ah bah, faut les vendre quoi, il doit y avoir des sous là-dedans, quoi, un jeu de cartes, tu vois. Et j'ai fait ça, je suis allé à mon DC, ce qui est maintenant mon DC, et je suis allé vendre mes cartes. Et quand j'ai fait ça, j'ai vu les gens à droite, à gauche, jouer justement au DC. Et je me suis dit, ah mais en fait c'est sympa. Donc j'ai vendu mes vieilles cartes, et j'ai utilisé ces sous pour acheter un deck. Et je vais vous dire, c'était le deck là, c'était Snake Eyes. Donc j'ai pas acheté Snake Eyes direct, qui coûtait à peu près, on va dire 1000 balles. J'ai acheté Dark World, une stratégie très intéressante. Yes. Et j'ai commencé avec ça. Voilà, j'ai commencé avec ça. Et je me suis dit bon bah vas-y, c'est intéressant. Et depuis bah j'ai commencé en faisant plein de DC. Je m'amusais tellement à faire ça. Et step by step, on va dire, je me suis amélioré, et j'ai commencé à faire de plus en plus grands tournois. Quand tu dis que ton frère jouait à Yu-Gi-Oh! Avec toi, c'était que tu jouais, c'était casual comme ça entre guillemets, ou déjà il t'avait appris un petit peu j'ai pas envie de dire la méta, mais genre le vrai jeu Yu-Gi-Oh! En soi, ou c'est quelque chose que t'as découvert quand t'as repris? Non, honnêtement, c'était très casual, genre je pense qu'on connaissait pas toutes les règles du tout, on va dire ça comme c'est. Et vraiment, j'ai découvert on va dire entre guillemets, les vraies règles, mais pas entre guillemets en fait, quand j'ai repris ça. Genre, à un moment, quand j'ai repris, j'avais Ash dans ma main, Ash Blossom, et le mec contre moi, il fait Chain 1, Chain 2, et moi je fais, ah bah Ash, sur la première truc. Il dit, bah tu peux pas faire ça, j'ai Chain Block. J'ai dit, Chain Block, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Donc vraiment j'y comprenais rien quoi. Enfin, je connaissais genre voilà les monstres, les pièges, les magies, des trucs simples et quoi, mais non j'y comprenais rien. Ça t'a fait un choc, ce décalage entre l'ancien Yu-Gi-Oh! Et entre guillemets le nouveau, ou genre tu arrives avec Dark World, un deck spécial pour dire les termes, dans le format Snake Eyes. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que genre c'est frustrant, c'est excitant, c'est quoi ton émotion? Même si quand j'ai repris, je regardais de temps en temps des vidéos et tout, mais j'avais jamais genre rejoué en fait, donc je comprenais un peu, tu vois, genre par exemple Dark World, je l'ai pas appris de nulle part, j'avais vu des vidéos en ligne, des trucs comme ça. Mais oui, en fait si je gagnais le dice, bah je gagnais avec Dark World, c'est facile, hop, ils étaient plus bas. Mais quand je perdais le dice, bah, c'était fini. Ça gagnait plus. Si ça avait de roll, ça gagnait plus. Donc ouais, c'était frustrant. Et après 2 semaines, j'ai acheté Snake Eyes. Et là, j'ai commencé à gagner un peu plus. Donc c'est intéressant. Donc ça fait que genre, tu prends Dark World, tu joues pendant 2 semaines avec. Soudainement, tu as l'envie. Est-ce que du coup, t'as l'impression que c'est ton pas dans la compétition? Quand est-ce que tu sens que t'as eu ce déclic de genre, Yu-Gi-Oh! C'est pour moi, quoi, genre de là à vraiment mettre de l'argent dedans? Snake Eyes, je l'ai acheté parce que j'aime pas perdre. C'est tout simplement. Donc je commençais à perdre trop avec Dark World. Je me suis dit, oh non, c'est foutu, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là? Donc là, c'était vraiment juste toujours, même pas au niveau genre super haute compète, c'était juste pour gagner les DC, pour tout te dire. Après, il y a eu un régional, genre quelques mois plus tard, et j'y suis allé.
J'ai fait une perf ok. J'ai fait X3 en 9 rounds, 10 rounds. C'était où le régional où tu allais? Santa Clara. Il y a des régionaux à côté de chez moi, donc j'habite vers San Francisco. Santa Clara, c'est pas très loin. Et il y en a aussi à LA. Mais quand j'ai commencé, j'allais pas jusqu'à LA. Je me suis dit, c'est fou. C'est fou de conduire 6 heures pour aller jouer à Yu-Gi-Oh! Et te voici 2 ans plus tard. Mais... Ouais, c'est ça. Donc à ce moment-là, j'ai fait un ou deux régionaux et je kiffais. Et en fait, c'était pas jusqu'avant Sacramento qui était en septembre 2024 où là j'ai commencé vraiment à m'y mettre. Parce qu'en fait, Sacramento, c'était aussi justement c'était un YCS qui était à 2 heures de route de chez moi. Donc là, je me suis dit, ah bah vas-y, on se lance 2 heures, j'y vais avec des potes, ça va être sympa. Et là aussi, j'ai fait une perf pas mal, honnêtement, pour pas avoir trop préparé. En fait, j'ai fait un X3 sur la durée du tournoi entière. Et donc, j'ai ce qu'on va dire. J'ai pas Bubble, parce que Bubble, c'est faire genre X2 et pas le mettre, et pas rentrer. Mais j'ai fait pas mal pour pas trop m'y connaître. Et là, vraiment, j'ai commencé justement à m'y mettre, à jouer avec beaucoup d'amis. Genre pas que au DC, sur Discord et tout, on était dans des calls, on y mettait beaucoup de temps. Et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai commencé à kiffer la compète. Et c'est tes amis, c'est des gens que t'as rencontrés en jouant à Yu-Gi-Oh! Dans ton DC, c'est ça? C'est ça. Ouais. Tu arrives donc dans ce YCS, tu jouais donc c'était Snake Eyes septembre 2024, tu me disais ça. C'est ça. D'accord. T'as repris le jeu depuis quelques mois, si je me trompe pas de ce que tu me dis. Tu t'es pris le meilleur deck du format que t'as appris, tu me dis que t'as sans trop préparé mais t'as quand même arrivé à faire X3 qui est un très bon score pour un premier YCS, donc c'est ce que tu me dis. Est-ce que t'avais une méthode pour reprendre le jeu? Est-ce que tu as tryhard? Est-ce que t'avais une manière d'appréhender le jeu pour emmagasiner cette quantité d'informations assez large qu'est Yu-Gi-Oh? Donc pour ce YCS là spécifiquement, j'avais déjà un peu commencé à avoir un testing group avec des potes, mais c'était genre, quand je le compare à maintenant, ce que je fais maintenant, je tryhard vraiment, ça se voit quoi. Je tryhard vraiment beaucoup quoi. Donc comparé à ça, ça m'a l'air d'être pas grand chose. Mais ouais, on jouait sur Dueling Book 1 ou 2 fois par semaine. Donc c'était ça la prep en fait. C'était juste, on jouait beaucoup. Je trouve que, en général, la théorie c'est bien. Il faut théoriser un peu les decks et tout pour pas gâcher trop de temps à jouer à tout. Mais à un moment, la pratique, c'est tout ce qui compte. Genre, il faut juste faire beaucoup de matchs. Parce que, quand tu fais des matchs, ça te prépare pour le tournoi. Et 2, quand tu fais des matchs, tu vois quelle carte marche et marche pas. Donc, c'est ce qu'on a fait. T'as l'impression que tu développes ton instinct, ton gaming sense un petit peu comme ça? C'est ça. Ouais, je vois. Je veux dire, pour ce YCS, genre, ma decklist, c'était vraiment nul. J'avais 46 cartes, c'était vraiment pas ouf. Quand j'y repense, je dis oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai préparé pour ça? J'aime vraiment pas ça. Ok. En fait, si tu veux, parce que ça m'amène un petit peu à la première grande question de cet entretien, c'est que quand c'est Pac et versus Nesh en finale de Master Duel, c'est pas qu'on s'en doute un petit peu, mais c'est genre, ah oui, c'est des gens qu'on connaît qui sont dans la scène depuis longtemps. Toi, du coup, en littéralement 1 an, tu es passé de ton premier YCS à gagner les Worlds en soi. C'est quand même un parcours assez très rapide par rapport à certains qui mettent des années à ne serait-ce que être admis au World. Je cite même Gabriel Soucy et Samir Bachar qui disaient que genre gagner les Worlds la première fois qu'on y va, c'est impossible. Tu montres un petit peu dans la vitesse de ton parcours que finalement apprendre du Yu-Gi-Oh! C'est peut-être plus faisable en fait que ce que les gens parfois le disent. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, quoi, genre de cette du rythme et de la vitesse de ton parcours, de faire genre reprendre du Yu-Gi-Oh! Jusqu'à le premier mondial? Bah, honnêtement, à la fin du jour, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tout dans la pratique. Genre, il faut juste jouer. Le plus tu joues, le meilleur tu vas être. Parce qu'en fait, Yu-Gi-Oh! Oui, il y a les fondamentaux, juste pour le jeu en général. Mais il y a aussi, genre, les formats. Genre, tu peux être le meilleur au format Snake Eyes et le pire au format Ryzeal Malice. Juste parce que tu connais pas, parce que t'as jamais joué avec tes decks, quoi. Ou t'as joué, mais pas assez. Et tu connais pas les interactions vraiment spécifiques qui arrivent entre les cartes. Et donc, pour chaque format, il faut mettre du temps. Genre, si t'as pas. Justement, là, on est dans un nouveau format. Tout d'un coup, là, c'est Doom of Dimension. Bah, si t'étais. Même moi, j'ai beaucoup joué au format d'avant. Là, si je suis pas prêt pour ce format, bah, je vais pas faire de bonnes performances. Parce que si je sais pas ce qui se passe, bah, je sais pas ce qui se passe, quoi.
C'est carrément. juste ça en fait. Toi, du coup, c'est ça, tu parles de mettre beaucoup d'efforts et de playtest dedans. Tu dirais que en ce moment, même pour du coup, tes préparations des Worlds, dont on va en parler, tu mets combien d'heures dans le jeu à peu près par mois en moyenne? Trop. Je vais dire à peu près par mois, genre plus de 100 heures, ça c'est sûr. Ok, ouais. 100, Par semaine, 150. tu dirais que tu joues combien par semaine à peu près? 30 à 50, ça dépend de la semaine. C'est Mhm, vraiment beaucoup. mhm. C'est Je comprends. c'est presque 6 heures par jour. Si c'est faisable, c'est 6 heures par jour. Mais aussi, par contre, je peux pas jouer 6 heures par jour de Yu-Gi-Oh! C'est pas possible. Jouer, c'est pas possible. Mais Mhm. je peux théoriser 3 heures par jour et jouer 3 heures par jour. Parce qu'après un moment de jouer, à un moment, tu burn out, quoi. C'est plus possible. Mais tu peux faire plus que jouer. Comme j'ai dit tout à l'heure, jouer, c'est le plus important. Mais c'est à un moment, t'es dans un truc où tu regardes ta liste et tu dis, bah là, il y a un problème. Bah, il y a pas besoin de continuer à jouer avec ça. D'abord, il faut en parler par là avec tes potes, avec tes amis avec qui tu testes. Dis pourquoi il y a un problème, qu'est-ce qu'on peut améliorer, tu vois, tout ça. Faut optimiser son temps pour pas trop gâcher de temps et justement avoir une bonne balance de jouer, théorie et aussi de pas burn out. Ouais, carrément, je vois ce que tu veux dire. Justement, ça m'amène à ce moment-là. Comment est-ce que tu te dis, ok, c'est bon, c'est parti, je fais les Worlds? Quand est-ce que tu as eu ce moment de ce déclic de genre, je peux y aller en soi? Ça, c'est facile pour moi là. C'était à Orlando, donc en février 2025. C'était donc, on va dire, deuxième et demi YCS parce que j'ai fait le YCS remote. Parce que Ouais. quelques personnes ne comptent pas, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait le YCS remote, j'ai top le YCS remote. Donc là, déjà, ça a commencé à me donner accès à plus de testing circle avec des joueurs de plus haut niveau. Et ça a commencé à m'aider. Et à Orlando, j'ai fait une très belle perf. J'ai fait top 4 à un YCS. Donc aux US, je sais qu'en Europe, il y a beaucoup de YCS. Ils sont tous top 64 au passé. Ouais, Maintenant bien que ça a sûr. changé. Au passé, c'était toujours top 64. Aux US, c'est top 32 80% du temps et top 64 20% du temps parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il n'y en a pas beaucoup avec autant de personnes. Mhm. Donc à Orlando, j'ai fait top 4 à un YCS top 64. Ça veut dire que pour les points pour les Worlds, c'est qui est aussi différent aux US qu'en Europe, ça m'a fait 125 points. Et pour mettre ça en référence, à peu près quand tu finis la course pour les Worlds, la personne qui a le plus de points à genre 500 points, c'est avec le moins en a genre 400. Tu vois. Mhm. Donc 125, ça m'a mis bien. Déjà que Je vois, la semaine d'avant, j'avais gagné un régional où j'avais fait 64 points. Donc là, j'étais à 200 points direct. Avec le YCS que j'avais fait le remote, ça m'avait fait aussi des points. Là, j'étais à 200 points. Donc c'était bien parti pour continuer comme ça. Je me suis dit, j'y suis déjà à moitié, quoi. Faut juste continuer. Et donc ce que j'ai fait juste, c'est que je suis allé à tous les YCS. Et j'ai fait aussi tous les régionaux dans ma région et à LA. Donc vraiment, j'ai pas voulu mettre trop de sous là-dedans. Les YCS encore, c'est parce que c'est des YCS, donc c'est rentable si tu fais une belle performance. Mais les régionaux, j'ai pas voulu prendre des vols et tout payer pour aller genre à l'autre côté des US. Parce qu'en fait, ça coûte cher. Vraiment, enfin, un vol de la côte ouest à la côte est, ça coûte genre 400 balles minimum. Et donc tu es à ce moment où tu te qualifies au World, donc grâce aux points plus les playoffs après, c'est ça? Comment est-ce que tu te prépares à ce moment-là? Donc tu te dis, ok, j'y vais. C'est, si je me trompe pas, du coup, la première fois que tu vas au World, en soi après entre guillemets une année de grind compétitif. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et comment tu te prépares? C'est quoi ta stratégie en soi? Alors, step 1, je crée un serveur Discord où je mets tous mes potes. Genre, je prends la crème de tous mes potes, tu vois. Je prends tous les best, tous ceux qui veulent m'aider. Parce qu'après aussi, ce qui est difficile, c'est qu'il y avait, dans mes cercles, il y avait d'autres gens qui étaient potes avec genre plusieurs personnes, tu vois. Ouais. Et là, on se dit, non, là, je solo, je veux aider personne d'autre qui va au Worlds. Donc, je prends la crème de tous les potes. Je crée un Discord server. Là-dedans, j'ai mon pote Lucas Sacco qui me propose ce qui s'appelle les gauntlets. Moi, je connaissais pas avant. Donc en fait, c'est genre, on va dire, une simulation d'un tournoi où moi, vu que je suis la seule personne dans le groupe qui va au tournoi, je me fais 4 contre 1, quoi. Donc en fait, pour chaque match qu'on joue, je me fais 4 contre 1 et donc on joue le tournoi. Donc on joue 7 rounds, parce que World c'est 7 rounds. Et si je finis avec X2, on fait le top cut. Et donc le but c'est juste de, en tournoi, gagner autant de fois possible. J'ai gagné 0 fois, by the way. Juste pour vous dire. Mais c'est pas grave. Après,
quand tu practices, il faut practice plus dur que ça serait quand tu le fais pour de vrai, parce qu'après ça devient plus facile. Tu vois, donc par exemple, déjà je me fais 4 contre 1, donc mes adversaires qui jouent contre moi dans la practice, ils vont être meilleurs que n'importe qui contre qui je peux jouer. Parce que jamais le mec contre moi, il est aussi brillant que 4 mecs en même temps, tu vois. Et aussi, on a une règle où eux, ils peuvent take back. Ils peuvent changer leur play si c'était pas ouf ce qu'ils font. Mais moi, je peux pas. Donc c'est vraiment genre testing, try hard. Genre il y aura jamais plus difficile, j'aurai jamais plus aussi difficile de Yu-Gi-Oh! Et aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé une roue vraiment, sur un site web où tu mets des pourcentages de deck. Donc par exemple, 33% Yumi, 33% Vanquishul, X, Y, blablabla pour le reste. Et chaque fois qu'on va jouer, bah tu tournes la roue. Et donc c'est comme ça que eux ils choisissent leur deck. Donc on a genre tous les decks dans la roue. On a une sample decklist pour tout ça. Et moi, quand on fait un gauntlet, donc les 7 rounds, c'est comme un vrai tournoi. Vraiment, je peux pas changer ma liste. Mais à la fin du truc, à la fin de chaque tournoi, on regarde et on dit ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Donc ce genre de testing, tu peux le faire pour n'importe quel tournoi et t'as pas besoin de le faire aussi systématique que moi j'ai fait. C'est pas nécessaire. Mais pour un tournoi comme les Worlds, on a vraiment organisé ça genre top du top, à avoir toute la data. C'était systématique, en plus le format il est assez fermé, donc ça aide de faire un truc comme ça. Mais sinon, ça marche très bien. Et tu penses, vous en avez fait combien à peu près des gauntlets comme ça ? Genre 15, et 15 c'est genre 7 matchs par truc quoi. Donc c'est une belle quantité de matchs aussi, ouais. Quand tu arrives au bout de cette préparation là et que tu te diriges du coup à Paris pour les Worlds, comment est-ce que tu te sens en termes de toi, ta préparation? Est-ce que tu t'imagines déjà en train de le gagner? Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur en termes de match-up? Qu'est-ce qui se passe? Je me sentais assez bien. Après, dans ma tête, je pensais qu'il y avait avoir beaucoup plus de Vanquishul qu'il y avait. Donc ma decklist, elle était préparée pour le miroir. Donc honnêtement, quand le tournoi a commencé et que j'ai vu la représentation des decks, je me suis dit là il y a un petit problème, mais c'est pas grave, on s'y met, on va gagner, c'est pas grave. Et pour répondre à ta question, bah je m'y vois gagner, oui. Enfin j'y suis pour y gagner quoi. C'est juste la mentalité qu'il faut avoir. Faut pas y aller pour faire top 8 quoi. Même quand j'ai fait top 8, ma petite amie ma petite copine elle m'a dit mais c'est super. J'ai dit ça va être super demain. Là, job's not done, on continue. Faut rester focus, faut jamais lâcher. C'est ça, c'est tout. Elle était avec toi à Paris ou tu es parti tout seul? Ouais, elle était à Paris avec moi, ouais. Incroyable. Elle est française aussi. Donc voilà, comme quoi. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu t'es vraiment préparé pour le miroir. On voit ça en day one. Là, si je me trompe pas, la seule fois où on te voit en feature match, c'est au round 6. Tu es contre Charlie. Contre Charlie, tout à fait, c'est vrai. Tu finis avec un gros Zeus que tu assembles qui permet un peu de bloquer le reste de la game. Comment est-ce que tu te sens sur cette première game où on te voit devant les caméras? Je me sentais bien. Après, je vais pas te mentir, j'ai toujours eu un problème avec les streams. Genre, j'aime être en stream, mais je me chie dessus quand je suis en stream. Je sais pas pourquoi. Ok, ouais, non, mais c'est normal. Je stresse de fou. Genre, je misplay comme j'ai jamais misplay en stream. À chaque fois, je regarde les streams, après, je dis oh là là, c'est n'importe quoi ce que je fais. T'as des exemples de ça par exemple ou j'en ai un très fort exemple. Alors, déjà, contre Charlie, vu qu'on en parle, à un moment, genre, je regarde sa main grâce à Werewolf et il a une carte face cachée et c'est tout. Dans sa main, il n'y a rien. Il peut pas jouer. Et s'il y avait juste Special Reason avec la trappe et Jade César, j'invoque César, je pop la trappe, sa carte face cachée, c'est fini. Je gagne. Et là, j'ai perdu ce match. Donc déjà, là, j'ai un gros misplay, par exemple. Ça, c'est un misplay que, ok, j'ai fait une petite erreur. Enfin, tu vois, ça a pas tout lâché, mais ça va pas être pire. Contre Clifton, pour se qualifier aux Worlds, je l'ai gagné en 2-1. Mais j'aurais pu la gagner en 2-0 parce que le game 2, en fait on est dans une game state où je joue à Malice et j'ai March Hare dans ma main et j'ai ma field spell dans le grave et j'ai aussi un Foualos et un body sur le field, ok. Donc je peux normal Foualos et special March Hare en bannissant la field spell. Et ben je ne vois pas que je peux bannir la field spell, ça m'échappe. C'est vrai qu'en même temps, c'est pas intuitif, quoi. C'est pas le truc que tu veux bannir de base, quoi. Ouais, mais c'est le truc que je sais, quoi. J'ai joué Malice pour 6 mois, 7 mois. Enfin, tu vois, je sais jouer Malice. Je vois pas pourquoi ça m'échappe comme ça, tu vois. C'est vraiment juste le stream, la pression. Mais donc, c'est des trucs comme ça, des petits trucs comme ça. Mais
Après, je veux dire que le deuxième jour, je suis vraiment, genre, j'étais full focus. Je parlais, entre les rounds, je parlais avec mes potes, ils m'encourageaient et tout, et ça m'a beaucoup aidé. Où vraiment, j'ai rien lâché. Je pense que j'ai très très bien joué, si on va être honnête. Ouais. Sauf dans la finale au dernier game, j'ai fait un misplay. Mais après, quand je compare ça au reste du top cut, je trouve que j'ai bien joué. Okay, ouais, Je suis fier de moi pour ça, parce que comme je t'ai dit, en stream, je me chie dessus. Donc ça me fait plaisir de regarder les streams et me dire ok, j'ai misplay genre une ou deux fois, mais ça va. Ça pourrait être pire, ça pourrait être beaucoup plus pire. Ce qui est intéressant du coup, c'est que tu dis que tu t'es très stressé en stream, mais quand on te voit arriver, on en parlera un petit peu juste après. D'abord, je voudrais parler de tes tops, mais enfin de tes matchs de top, mais quand tu arrives sur la scène de la finale et même de la demi-finale, t'es un petit peu en mode. On t'a vu un peu saucer la foule, être en mode ouais, let's go, comme ça. Qu'est-ce qui. Genre, à ce moment-là, t'es stressé aussi? C'est une manière de combattre ton stress ou c'est juste en mode tu profites de la scène? Alors, un peu des deux. Donc, premièrement, pour combattre le stress, bah, dans ma tête, je me dis bah non, t'es pas stressé, t'inquiète. Tu vois, je me mens, mais ça marche. Tu vois, je me dis non, mais ça va, t'inquiète, tout va bien, on se la coule douce. Après aussi, ce qui a beaucoup aidé, c'était la foule, mais ils étaient fous. C'était des fous furieux. Parce qu'en plus, vu que je suis français, genre j'ai senti déjà ils chantaient Julien. Ça m'a donné tellement de force. J'ai vraiment toute la force que tous les gens m'ont donné. Ça m'a fait oublier le stress. L'ambiance et tout, j'étais dans un autre monde. C'était fou. Et j'y pensais même plus. J'étais dans la salle, je scandais Julien aussi avec tout le monde, ça va être un bon moment. J'ai apprécié vivre ce moment-là. Et du coup, tu parlais de Malice, et justement, en top 8, tu affrontes Yuna et son Malice. En gros, tu gagnes 2-0 contre ça. La game 1 est assez spéciale, assez standard, au sens tu go first, tu fais ton board. La game 2, moi, m'intéresse beaucoup, dans le sens où vraiment, on montre la force du turn 0. De VSK9 avec du coup si je me trompe pas donc tu commences à Olisu, tu reveal pour Jiaolong, tu vas même jusqu'à César turn 0. C'est des lignes que tu connaissais ou est-ce que t'étais en mode ok là juste je peux le faire donc je le fais quoi genre? Oui, enfin c'est assez facile à voir en fait. En fait avec Olisu il y a 3 scénarios. Il y a Olisu feu et dark. Il y a Olisu dark et terre. Et après, il y a Olisu plus Jialong plus de feu. Ouais. Juste parce que Jialong, ça peut te tuto un dark. Et donc, ouais. Et en fait, ce qui m'aide beaucoup, c'est que vraiment, en entrant ce tournoi, j'ai voulu prendre Malice, mais j'ai pas assez aimé Malice. Mais je me suis quand même dit, je suis le meilleur joueur Malice dans ce tournoi. Donc, si jamais j'affronte quelqu'un sur Malice, je sais que je vais pouvoir les battre. Parce que je sais exactement ce qu'ils vont faire. Et je vais juste prévoir leur move et après, juste contrer, quoi. Mais contre Yuna, en fait, je savais que si elle avait H ou Impulse, c'était foutu. C'était pas gagnable. Mais il faut quoi. il faut tenter. Ouais, tu l'as essayé et là, ça a bien marché. C'est super, quoi. Genre, je vois ce que tu veux. C'est ça. Tu m'as parlé, donc t'étais sur Snake Eyes. Puis après, tu as pivoté donc, sur Malice pendant 6 mois. Puis tu es passé sur Vanquish. C'est ça l'idée? C'est ça. Bah, j'étais sur Ryzeal pendant... Juste Orlando, quoi. J'ai joué Ryzeal. Moi, la game qui m'a vraiment bluffé, c'est celle du top 4 quand tu joues contre Yumi. Comment dire, c'est un peu au top 4 qu'on te découvre parce que c'est la première fois où tu es sur scène devant la foule. Beaucoup de gens ont favorisé Yumi autant dans le match-up que dans le dice roll. Donc, ok, donc Yumi gagne la première game parce qu'il a go first. Il flippe tes 2 Yokul. Game 2, tu fais ton board VSK9, tu résistes à tes au board breaker adverse, mais ça montre vraiment toutes les forces. Et la game 3 arrive. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans cette game 3 dans ta tête et sur la table? Alors, game 3, donc comme j'avais dit au début, quand on a commencé à parler des words, mon deck contre Yumi, si je perds le dice, c'est pas ouf, honnêtement. C'était la stratégie, c'était... Je pense qu'il va pas avoir beaucoup de Yumi. Donc si je joue contre un Yumi, bah ça va être soit je win le dice, soit la game 3, je rentre mais tellement de end-trap pour justement transformer mon deck en un anti-Yumi. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais des Nib, j'avais des Fantasmés, j'avais Derkanby dans mon side aussi. Et donc la game 3, je me dis bon bah vas-y, hein, là il faut. Là il faut piocher, il faut bien piocher. Et là je pioche Fua. Et je sais que Wilfredo il joue pas H, donc là je me sens très bien parce qu'il joue pas H, donc je sais que ça va resolve. Et en plus de Fuva, j'ouvre Olisu, Fire Dark. Et là ça commence à tout bien se passer. Ah non pardon, j'avais pas Olisu, j'avais juste Fire Dark. C'est très important. Et donc je Fuva, il fait Cupsy,
Après, il fait Snatchy. Et là, je pioche Olisu. Donc là, en fait, le problème, c'est que j'ai pas pu Olisu son normal. Parce que je l'avais pas encore, simplement. Et donc, une fois que je fais Olisu, il peut Chain Surprise. Et donc maintenant, à chaque action que je prends, bah, il peut commencer à faire des Miami machin, quoi. Il peut faire des tag out, des tout ça, tout ça. Et donc, en fait, ce que je me dis, c'est que je me dis, bah là, il est obligé de continuer à jouer. Sinon, je vais juste end phase, mettre Aizen dans la colonne du truc et il perd. J'ai laissé jouer. Et il m'a donné deux ou trois cartes en plus. Et là, j'ai pioché Darkanby. Et là, ma stratégie est devenue facile. Parce qu'en fait, déjà, premièrement, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand il a fait Cupsy Yummy Way, donc le synchro, il a discard Purge. Et là, ça me dit quelque chose facile. Ça me dit que soit il a Jugement dans sa main, parce que c'est mieux que Purge, ou alors il a un deuxième Purge. Bon, il avait les deux, c'est pas grave. Donc, je sais qu'il joue 0-1 trap. Okay, donc je laisse aller à la end phase avec ma Olisu sur le terrain que j'ai pas encore utilisé. Et là, à ce moment-là, il a toujours deux cartes en main et il y en a une que je connais, c'est un non Yumi. Et vu qu'il joue pas dans un trap, c'est à 100% Purge. À 100%. Parce qu'il aurait discard un name Yumi, il aurait gardé le Purge. Et donc là, je me dis, c'est facile. Là, chez Olisu, je vais summon Raizen ou Jarlong. En fait, j'ai fait Jarlong parce que Jarlong, ça peut m'ajouter ce que je veux. Et je sais que je peux pas pop ces trucs qui peut tag out. Et il va me Purge à 100%. Et quand il va me purge de la main, il va se lock des darks, il va plus pouvoir me SP et je vais gagner. Donc c'est ce qui s'est passé. Là, ça arrive à mon tour. Et il a sa demi-board. Et mon plan, il est facile. Mon plan, il est, je le force à utiliser surprise ou que je le fasse avoir qu'un seul monstre sur le terrain pour que quand j'active Darkanby, il peut pas me surprise bounce et après il peut plus gagner parce qu'il a pas de SP et il peut plus faire surprise bounce après que ça résolve parce qu'il peut pas avoir deux monstres sur le terrain. Et j'y suis très bien arrivé juste parce que j'ai pioché grâce à Fuva et donc j'avais les cartes pour le forcer, quoi. Ce qui est assez fou, c'est que genre généralement on te voit invoquer Typhon pour bounce sa synchro, qui est un petit peu genre souvent on invoque Typhon en mode le play du désespoir. Vas-y, peut-être ça suffira, mais et généralement non, ou genre là-dedans. Mais toi, du coup, c'était la surprise, c'est qu'on a l'impression que t'as perdu, pose une carte, active Typhon, et lui, il a encore donc son full board Yomi, enfin son full engine Yomi pour remonter par derrière. Et soudainement, en révélant Darkanby, tu retournes le duel, littéralement. Mais donc toi, ce qui est intéressant, c'est que dans ta tête, c'était ta stratégie depuis le début. Et du coup, moi, peut-être, je sais pas si tu peux me dire ça, mais genre, j'ai l'impression qu'il tente quand même, on dirait presque de threaten un play SP, même si alors qu'il était lock en SP, enfin de lock enfin il pouvait pas faire SP techniquement, c'est ça. Vu qu'il fait d'abord... Ouais, honnêtement, il pouvait rien faire. Parce qu'en fait, même dans son deck, en fait, il allait en first. Donc je sais qu'il joue Duster et tout, le Plumeau. Mais c'est pas dans son deck, c'est dans son side deck, il a commencé. Très très bien. Bah, vraiment une dinguerie. Être dans la salle à ce moment-là, c'était très drôle. J'étais à côté de Samir Bachar à ce moment-là et il m'a regardé en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer en fait. Tu arrives donc en finale. En vrai, on s'attendait pas trop à te voir en finale, mais soudainement, on dit OMG, donc on a un Français en finale. Ce que je remarque, c'est que du coup, tu parles, donc tu fais face à Tom. Je vous vois un petit peu rigoler, un peu parler ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce que vous vous dites à la table d'une finale devant une scène remplie, quoi? Alors, c'est très drôle parce qu'en fait, avec Tom, depuis le début du week-end, genre, on est arrivé depuis jeudi, on se connaissait pas avant, hein. On se connaissait pas. On s'est rencontrés, je trouvais qu'il était un mec très sympa. Et on se parle et on se dit, toi et moi, mec, ça va être toi et moi en finale. On s'est dit ça tout le week-end. Et là, on se retrouve face à face en finale et on rigole. On dit, bon, on avait raison. Vraiment, c'est tout bête, mais c'est de quoi on parlait. Excellent. On a raison. Qu'est-ce que tu pensais de Moonlight dans le format? Est-ce que c'est un truc qui te faisait peur? C'est quoi ton appréhension par rapport à ça? Alors, honnêtement, oui, ça me fait un peu peur parce que s'il arrive à faire genre 2 Liger, ça va être très difficile à battre. Je peux. C'est pas non plus facile. Enfin, c'est des trucs sombres à faire, quoi. Il faut mettre César et il faut mettre le XYZ Rox avec un feu en dessous. Et donc voilà. Donc il faut vraiment. C'est pas le truc le plus facile à faire. Mais ouais, c'est faisable. Et après, t'as la field spell qui te protège. Mais ouais, donc c'était un peu scary. Après, je me suis dit que dans mon side, j'ai beaucoup de cartes, même si j'étais pas préparé pour le Night, j'ai beaucoup de cartes qui peuvent battre ce deck. Genre j'avais Droll, j'avais Shifter, j'avais Nib, ce qui peut être bien si je le perds avec d'autres cartes. Donc ouais, donc ce deck, il me faisait peur, mais aussi je sais que c'était possible.
Juste que si je perdais le dice, ça allait être très difficile à gagner le premier match. Le pire des trucs contre ce deck, c'est même pas Liger qui me fait le plus peur. C'est Babusca. Babusca, c'est chiant. Ouais. Donc game 1, heureusement tu gagnes le dice, tu fais un petit peu le board VS Cannon un peu parfait. Tu gagnes cette game 1 assez critique. Game 2, c'est une des finales des Worlds les plus bizarres que j'ai vues de ma vie, je dois dire. Du coup, tu rentres Shifter. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe cette game 2, si tu veux nous walk through it, quoi, genre. Bah, en fait, ouais, ma main, genre, je pense que je pioche Shifter, genre la première ou deuxième carte, je les pioche une par une. Shifter, je me dis, ah ouais, vas-y, allez, on a gagné, allez. Et là, je continue à piocher et j'ai 0 engin. Et je dis, oh non, please. C'est n'importe quoi, 0 engin, quoi. J'ai Fuva, j'ai un Jokul. Mais un Jokul, bah. Ouais. Pas ouf, quoi, tu vois. Donc, vu qu'en fait, j'ai pas d'engin, je me dis, bon, bah, le Shifter, il va falloir l'activer en main phase. Genre, il faut que je le chain à. Parce que la moitié de ces starters, c'est des cartes qui, justement, envoient une carte du deck au grave. Et je me dis, bon, bah, au moins, je vais pouvoir trade avec son starter. Genre, j'espère juste que c'est son seul play, quoi. Et c'est ce qui se passe. Il me fait un Foolish Goods, je fais Shifter, donc il est obligé à bannir son truc du deck. Et il passe. Moi, je pioche Purulia, donc j'ai toujours pas de play. Si j'ai envie de mettre un peu de pression, je peux normal Jokul et search, genre juste pour commencer mon combo le tour prochain. Ouais. Mais ce qui est pas ouf avec ça, c'est que j'ai Purulia et Fua. Donc si j'ai genre Nib tout seul, ça va être inutile. Donc j'ai 0 pression en fait. S'il pioche un play. Et donc je passe. Et il pioche pas de play. Et il passe. Et moi je pioche Jokul. Là je dis, ah, j'ai un play. Et là il fait Black Goat sur mon Jokul. Et donc j'ai toujours pas de play. Donc c'est pas ouf. Et je passe encore. Et là il pioche un play. Et je le Purulia, je le Fua. Mais il avait H pour le Fua. Et le Purulia il m'a donné une carte. Et c'était pas assez, quoi. J'ai pioché Izuna. Mais le Black Goat, ça contre le Izuna, malheureusement. Ouais. C'était pas gagnant. Du coup, ce qui est intéressant, est-ce que tu penses qu'il y a un moment où tu pouvais gagner cette game 2 ? Honnêtement, non. Quand tu regardes juste les cartes qu'il avait, il avait Eclipse et il avait Black Goat. Donc ça lui gagne 2 tours juste avec la force de ma main. Le seul truc que je pouvais faire, c'est justement, comme j'avais dit, c'était normal le Jokul. Mais maintenant que j'y pense, je pense qu'il avait qu'une carte en main, donc c'était même pas possible. Donc non, c'était pas gagnable. Ok, parce qu'il avait posé 3 cartes et il avait activé une, donc il en avait qu'une en main. Je pouvais même pas le norme. Donc, oui, c'est vrai. Non, carrément. Parce qu'on voit des plays intéressants avec des interactions qu'on voit assez rarement, genre le fait de Eclipse pour protéger Nibiru, puis ensuite démarrer sur une fusion. Ça, c'est vraiment des choses des rulings qui sont intéressants à voir de Yu-Gi-Oh! Du coup, tu perds la deuxième, démarre la game 3, la game décisive. Tu fais donc ton board Go First pas imbattable. Il démarre avec un Fuva en draw. Qu'est-ce qui se passe une fois que t'as construit ton board et que du coup vous êtes entre guillemets dans le dernier tour du jeu, à savoir lui doit le briser ton board et commence à jouer ses cartes? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Luna Light, c'est une stratégie qui perd contre Droll, surtout en second, parce que ça joue beaucoup de cartes comme Trust et tout pour ajouter les cartes très très fortes. Et donc quand j'ai mon Droll dans la main, je me sens très bien, surtout quand il active Fuva, parce que là je me dis, ah bah Fuva c'est un -1 parce qu'il va ajouter une carte, je vais Droll et maintenant le Fuva il sert à rien. Je me sens très très bien contre sa board avec Droll en main. Et en plus j'ai ma full board. Il me manque rien, donc tout se passe bien. Parce que dans ta tête, est-ce que c'était déjà gagné ou il y avait des choses, t'étais en mode bon, à quel point tu sentais que c'était joué d'avance quoi sur cette game 3? C'était genre à 95% gagné, ouais, je pense. Parce qu'en fait, il fallait qu'il ait la main parfaite pour me battre. Il fallait qu'il ait call buy, et donc là déjà avec le call buy ça fait une carte en moins qu'il peut avoir, et je vais pouvoir regarder sa main même, tu vois. Si j'avais vraiment envie de battre call buy, je peux faire un werewolf avant que je droll, regarder sa main et dire ah bah bye bye le call buy. Et maintenant on est sous droll. Ma question du coup, c'est à quel moment que tu te rends compte que tu vas être champion du monde? Honnêtement, c'était fou. Même quand il était dans une position où j'avais déjà, je m'étais rendu compte que j'avais gagné. J'avais rien lâché. Genre, j'étais là, full focus. Il faut rien lâcher jusqu'au moment où il tend sa main. Et une fois qu'il a tendu sa main, là j'ai décompressé. Genre, j'ai accepté ce qui se passait. Parce qu'avant ça, justement, comme j'ai dit, j'avais pas envie de faire une dinguerie, quoi. Ouais. Juste parce que je suis là, oh bah j'ai gagné, tout va bien, on va rentrer à la maison. J'avais pas envie de faire une dinguerie. Donc, ouais, je me suis rendu compte de rien jusqu'à ce qu'il a tendu sa main. Là, c'était fou. Là, j'ai sauté, tout le monde a applaudi. Là, c'était fou, encore une fois. Mais vraiment,
Je portais mon trophée et je regardais la foule. Et dans ma tête, il y avait une phrase en repeat. C'est pas possible. On n'est pas là. Là, c'est un rêve à tous les coups, quoi. Tu vois. Enfin, vraiment, j'y croyais pas. J'y croyais, mais pas du tout. C'était incroyable, on va dire. C'est le bon mot. Non, c'était tellement fou que j'avais du mal à y croire. Parce que du coup, t'as l'écharpe champion du monde que t'as avec toi. Ce qui est intéressant, c'est genre quel moment absolu de cinéma, déjà là-dessus. Ça t'est venu d'où comme ça, c'est cette idée d'être en mode quand est-ce que tu te dis ah vas-y je prends une écharpe champion du monde si je gagne le championnat, c'est quoi l'histoire derrière cette écharpe? Alors, quand j'ai fait le NA et les playoffs américains, j'avais mon écharpe de l'Euro 2016, où la France est allée en finale. On a perdu, malheureusement, bon, vous le savez tous, on a perdu en finale. Donc j'ai fait mon tournoi avec ça et j'ai fait une très belle performance. Et je me suis dit, bah ça c'est ma plot armor, quoi. Et quand je porte ça, il y a rien qui peut se passer de mal, tu vois. Mais après, ma mère, qui a vu la vidéo de moi qui jouait au NA avec cette écharpe, m'a dit, mais attends Julien, tu sais que moi j'ai une écharpe qui dit champion du monde. Et je dis, ah non, attends, bah ça, il faudrait la prendre quand même. Et donc, en fait, j'ai porté ça pendant tout le tournoi au Worlds. Ils m'ont laissé jusqu'en top 4. Même en top 8, j'ai pu la mettre. En top 4, ils m'ont demandé, et en finale, ils m'ont demandé de l'enlever. Par contre, pour la finale, j'ai dit, est-ce que je peux l'amener avec moi? Juste au cas où, tu vois. Juste au cas où. Et ils m'ont dit oui. Et là c'est la première chose que j'ai fait. Je me suis rappelé direct, je me suis levé, j'ai dit, vas-y l'écharpe. Une photo de moi où tu me vois, genre, regarder l'écharpe pour être sûr qu'elle est du bon côté. Ah oui, ouais. Ah, ça aurait été. Que j'ai pas mis à l'envers. Bien joué. Cette photo, elle est t'as fait la bonne chose. Ça aurait été dommage que ça soit à l'envers. La consécration, il a fallu faire beaucoup de Photoshop pour que ça marche. Mais ouais, non, dinguerie. Tu gagnes sur ton pays natal devant une scène de gens qui par chauvinisme scandent ton nom avec l'écharpe champion du monde et toutes les caméras de Yu-Gi-Oh braquées sur toi, et juste après tu te poses dans le lobby de l'hôtel pour filmer ton le deck profile, c'est ça je pense à peu près des Worlds. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la chronologie de genre tu sors de scène, tu soulèves la coupe, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et à une fois que genre la cérémonie se termine, qu'est-ce que tu fais? De ce moment-là à rentrer à l'hôtel, c'était beaucoup d'interviews. J'ai fait une interview avec Konami Japon, j'ai fait une interview avec Nike, j'ai fait des interviews avec Breakflip, des interviews avec des influenceurs chinois. Vraiment, tout le monde voulait faire des interviews. Une fois que finalement j'étais libéré de ces interviews, j'ai pu rentrer à l'hôtel. Et là, à ce moment, j'étais fatigué, donc c'était faire la fête, mais sans plus. Parce que j'étais vraiment... Un tournoi sur 2 jours, ça prend toute ta force, quoi. Enfin, j'étais à zéro énergie, quoi. Bien sûr. Mais ouais, on s'est posé tranquille, on a bu des coups vite fait. Vraiment vite fait, pour te dire. Mais sinon, pour le deck profil, ouais, je voulais juste poster ça vite fait pour partager avec les gens avant que les gens s'en foutent. Parce qu'en fait, World, c'est un format intéressant où, genre, c'est cool, mais si t'as pas participé à ça, bah, c'est juste le format lui-même, bah, on s'en fout, quoi. Tu joues pas ça à tes DC, à des OCS et tout, donc... Je voulais juste partager ça avec tout le monde avant que les gens oublient vite fait je comprends. Passé. La bonne mentalité de créateur de contenu, ça, oui, bien sûr. En conclusion, en regardant, là, on est quelques semaines plus tard, comment tu te sens par rapport au World? Ce serait quoi tes final thoughts, closing thoughts sur les Worlds, quoi, genre? Bah, honnêtement, le tournoi m'a beaucoup plu. Enfin, je vais avoir un peu de bias parce que bah, j'ai gagné. Bien sûr, ouais. Mais je trouve que l'organisation était super. Konami, ils se sont très bien occupés de nous. Les trucs qu'ils nous ont donnés juste pour participer, ils étaient magnifiques. Genre les playmats qu'on a eu, ils étaient super. La petite sacoche Nike qu'on a eu, ouais. Elle est magnifique. Tu sais, des trucs comme ça, ouais. Enfin, c'était un week-end très très amusant. En général, c'était sur 4 jours parce qu'on est arrivé mercredi, donc même 5 jours. Et ouais, non, c'était super. J'ai envie de dire à refaire, mais je vais le refaire l'année prochaine au Japon, donc ça va être ouf aussi. En plus, juste pour dire, ça a été mon rêve depuis que je suis petit d'aller au Japon, et maintenant
je peux y aller grâce à Yu-Gi-Oh! Incroyable, incroyable. Du coup, ça m'amène en fait à qu'est-ce qui se passe ensuite. Déjà, on peut parler un petit peu de Yu-Gi-Oh! En lui-même. C'est quoi maintenant ton rapport à Yu-Gi-Oh! Une fois que t'as gagné, entre guillemets, le titre ultime? C'est genre, c'est quoi tes objectifs pour cette année suivante et les prochaines? J'ai toujours eu l'esprit de compète. Gagner, ça va pas m'arrêter d'essayer de gagner encore. Donc déjà, j'ai pas de gagné de YCS encore. Donc ça, c'est mon premier objectif. C'est de gagner un YCS dans cette saison, ou même plusieurs. Faut jamais se mettre de limites. Bien sûr. Et après, bien sûr, back to back, quand même. La France a pas pu le faire, les mecs. Elle a pas pu le faire. Mais moi, je vais le faire pour vous. Incroyable. Allez. Ça, c'est un beau message, ça, justement. Magnifique. 2026, back to back au Japon. Tu parles un petit peu, du coup, des trophées qui existent en France. C'est quoi un peu ta vision du compétitif Yu-Gi-Oh! Des gens qui... de la communauté c'est quoi ton rapport avec ça? Comment est-ce que tu apprécies et consommes Yu-Gi-Oh! Toi, comme ça? Alors, juste pour commencer avec la France, j'ai pas beaucoup de rapports juste parce que justement j'ai fait tous mes trucs compétitifs aux US. J'ai rencontré Damien et Mathis aux Worlds qui sont super sympas. Genre maintenant on se parle de temps en temps, on a des très bons rapports. Grâce à ça, c'était honnêtement parce que avant les Worlds, on s'est parlé genre 2 ou 3 fois vite fait, genre en mode vous êtes français, moi je suis français, bonjour, tu vois, vite fait. Mais maintenant qu'on s'est rencontrés, on a passé du temps ensemble ce week-end, c'est super. Et maintenant, à chaque fois qu'on va aller à des YCS ou n'importe quoi en même temps, on va se voir à tous les coups. Sinon, au niveau international, plutôt US, j'ai beaucoup d'amis où je me suis fait beaucoup de potes et d'amis grâce à Yu-Gi-Oh! Et j'ai de très bonnes relations avec tout le monde. Et justement, c'est ça qui aide aussi à apprécier le jeu. Parce que la compète, c'est bien, mais à un moment, il faut avoir aussi des relations avec des gens, que sinon, juste la compète, ça devient fou, quoi. Ouais, carrément. Tu es passé dans Heart of the Cast, tu as... sur ta chaîne YouTube, tu as fait une vidéo avec Milano, des gens comme ça. J'ai l'impression que tu essaies de t'intégrer dans la communauté d'influence dans l'espace Yu-Gi-Oh! Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu essaies de construire? C'est quoi ton objectif par rapport à tout ça et à la communauté? Quelle place est-ce que tu veux avoir dans la communauté? C'est ma question. J'apprécie beaucoup faire du contenu. Déjà, le support que je reçois de tout le monde, il est extraordinaire. Et aussi, je pense que j'ai la capacité de faire des vidéos très instructives. Je veux vraiment expliquer aux gens ce qui se passe, ce que les pros ils font et que peut-être les gens ne te disent pas. En général, à peu près le thème. Juste, tout ce que moi j'ai pu apprendre dans ma dernière année du Yu-Gi-Oh! Je le partageais avec tout le monde. Et c'est ça un peu la place que je vais avoir dans le YouTube, on va dire le Yu-Gi-Oh! YouTube, quoi. Okay, je vais pouvoir partager toutes mes expériences, tout ce que je continue à apprendre, parce que même si j'ai gagné le championnat du monde, je suis pas au sommet de tout connaître sur Yu-Gi-Oh! Tu peux toujours évoluer, toujours continuer. Donc je veux partager tout ça avec tout le monde. Ça a l'air d'être très loin d'une fin en soi, cet objectif que tu as gagné, où genre tu prends ça comme ok, c'était une étape, mais c'est vraiment loin d'être la dernière. Tu vois une fin à ton parcours de Yu-Gi-Oh! Ou alors comment est-ce que tu te vois dans plusieurs années par rapport au jeu? Non, je pense que ça va jamais être la fin, quoi. Ça, on continue. J'apprécie ça. Grâce à ce jeu, je me suis fait des amis pour la vie, on va dire. Enfin, vraiment des gens que c'est pas que viens, on joue à Yu-Gi-Oh! Ensemble. C'est tu viens chez moi, on dîne. C'est plus que juste une relation de jeu. C'est des vrais amis. Et je trouve ça énorme. Et donc, je peux aussi, justement, j'ai une communauté avec qui je peux tout partager. Et je trouve que c'est pas quelque chose dont j'ai envie d'arrêter. Donc je me vois pas arrêter ça pour longtemps, quoi. Carrément, ça va continuer jusqu'à... Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le Yu-Gi-Oh! Compétitif maintenant? C'est pas nécessairement un nouveau joueur, mais plus à quelqu'un qui a envie de sauter le pas et de se dire ok, j'ai envie de grinder, quelque chose comme ça, j'ai envie de m'intéresser dans la méta. Qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, j'ai envie de dire que tout est possible. Je suis le meilleur exemple de ça. J'ai commencé à grinder la méta il y a 1 an. Et maintenant, voilà, j'y suis. Champion du monde. Merci, je suis arrivé. Mais honnêtement, tout ce qu'il faut faire, c'est justement grinder. Faut mettre du temps, comme je l'ai dit pendant tout ce podcast. C'est ce que j'arrête pas de dire, j'arrêterai jamais de dire. Il faut y donner du temps. Justement, pour pouvoir s'améliorer, il faut pouvoir pratiquer. C'est
un proverbe aussi long que l'histoire du monde. Et justement aussi, enfin, ce qui peut être très utile pour tout ça, c'est les chaînes YouTube. Mais, pas que la mienne, par exemple. Enfin, tous les YouTubeurs de haut niveau, bah, ils donnent des astuces, justement, pour s'améliorer. Et il y a tellement d'informations là-dedans. Et il y a aussi tellement de gens qui veulent aussi s'améliorer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment juste trouver d'autres gens qui veulent s'améliorer et jouer ensemble. Et en fait, c'est une échelle, tout ça. Une fois que tu commences à faire une belle performance, les gens, ils commencent à te connaître. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Après, tu fais une deuxième belle performance, les gens, ils te connaissent encore mieux. Et ils commencent à te dire, ah bien, viens tester avec nous. Et tu joues encore et tu continues. Et tu montes l'échelle dans justement les meilleurs testing circles qu'il peut avoir. Et donc, vraiment, il faut juste s'y mettre, il faut pratiquer, il faut rien lâcher. Le plus tu joues, le plus tu fais des belles perfs. Et le plus de belles perfs tu fais, le meilleur ton entourage il peut être. Ouais. C'est un peu une de mes dernières questions là-dedans, mais genre, si tu te regardes le toi maintenant versus le toi d'il y a 1 an, c'est quoi les différences? En quoi est-ce que tu sens que t'as évolué? Dans la dernière année, je pense que déjà, en termes du jeu, ma façon d'y penser a beaucoup changé. Juste parce qu'avant, bah justement, j'y connaissais pas grand-chose. Et maintenant, ma façon de penser de chaque carte, de leur utilité, du méta et tout, ça a tout beaucoup évolué juste en termes de comprendre plus complexement ce qui se passe, justement. Et aussi, je pense que du côté personnel, je pense que j'ai aussi beaucoup... je suis devenu plus mature. Juste, il y a des choses qui sont passées dans ma vie qui m'ont changé et qui justement m'ont aidé à devenir plus mature et justement plus concentré, plus focus sur les choses sur lesquelles je veux accomplir. Julien, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier mot, quelque chose que tu souhaiterais dire aux gens qui nous écoutent? Allez les Bleus. Allez les Bleus. Quelle énorme manière de finir un podcast, c'est tout à fait validé. Merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps et merci, encore bravo surtout pour ta performance assez stellaire. J'espère qu'on aura l'occasion de suivre d'autres exploits de ta part ou alors ne serait-ce qu'au moins de te voir sur internet partager et prendre part à la communauté et t'insérer dans l'espace et à remplir les objectifs que tu souhaites et au minimum de te voir l'année prochaine. Pour l'année prochaine au Japon, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que ton objectif c'est de devenir le premier champion du monde back-to-back du coup? Bah ouais, comme j'avais dit. Carrément. C'est back-to-back. Back-to-back. Allez. Et bah génial. Merci beaucoup pour ton temps.